L'Espace Sud aménage votre avenir. Bonjour mesdames et messieurs, on va commencer l'ouverture, continuer ce séminaire. Je salue donc monsieur le président de la communauté d'Espace Sud, monsieur le président de Cap Excellence, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Fédération des zones d'activité, monsieur le directeur général de l'association Palme, mesdames, messieurs, bonjour. Alors le séminaire qui nous réunit aujourd'hui est consacré aux zones d'activité économique, enjeux et leviers d'action. Soyez donc les bienvenus. J'invite tout de suite le président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, M. Eugène Archer, à prendre la parole. Monsieur le représentant du président de Cap Excellence, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Fédération des zones d'activité, monsieur le directeur général de Palme, mesdames et messieurs, merci d'être là. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce séminaire consacré aux zones d'activité économique, enjeux et leviers d'action. Il s'agit d'une étape importante du processus qui doit nous conduire à une vision globale des enjeux propres aux zones d'activité et des perspectives que celles-ci peuvent offrir. Situées en périphérie des bourgs historiques, les ZAE ont été aménagées grâce à l'initiative publique portée par les communes. Aujourd'hui, ce sont des lieux économiques, d'échange et de vie, pour la plupart très dynamiques, qui regroupent une grande diversité d'activités et qui drainent des flux considérables. Depuis 2017, l'Espace Sud s'est engagé dans un processus de transfert des ZAE publics de son territoire, comme le prévoit la loi NOTRe, qui renforce l'intervention des communautés d'agglomération sur les zones d'activité. Avant cette loi, les communes et les communautés d'agglomération se partageaient la compétence de la création et de la gestion des ZAE sur la base d'une définition de l'intérêt communautaire. Cet intérêt communautaire, aujourd'hui, a été supprimé. Nous avons délibéré en septembre 2018 pour approuver le périmètre de 9 zones d'activité publique pour lesquelles l'Espace Sud devient gestionnaire. Ce transfert s'effectue dans un contexte où les ZAE sont confrontés à des défis majeurs, parmi lesquels la superposition d'activités très diverses générant des conflits d'usage sur les VRD inadaptés, le développement des activités sans respect des règlements d'urbanisme, une faible intégration paysagère et architecturale conduisant à des espaces déconnectés de leur environnement naturel et urbain, un entretien contrasté des équipements publics et enfin une absence de gestion durable permettant de limiter les impacts sur l'environnement. Malgré leur contribution au développement économique, les zones d'activité souffrent de problèmes d'image et doivent se réinventer. Notre responsabilité d'acteurs publics et d'acteurs privés est d'accompagner leur mutation afin de prendre en compte les dimensions architecturales, paysagères et environnementales. C'est une réflexion d'ensemble qu'il faut porter pour inscrire ces zones dans un projet global de territoire. Notre ambition à l'Espace Sud est de renforcer leur capacité à répondre aux besoins tout à la fois des entreprises, des salariés et des usagers. La gestion de ces espaces est en effet à la croisée de plusieurs politiques publiques qu'il faut appréhender dans leur transversalité, en tenant compte de la diversité des compétences et des acteurs à mobiliser. Pour favoriser ce travail de co-construction, j'ai proposé à notre conseil communautaire d'organiser sur 2 jours une visite de nos ZAE, un séminaire et des ateliers collaboratifs. Les visites d'hier ont permis d'identifier les enjeux et les problématiques des zones. Pour sa part, cette matinée de travail poursuit 3 grands objectifs. Appréhender la transversalité des problématiques et des compétences à mobiliser pour gérer les ZAE.
identifier des enjeux, des leviers d'action, et inscrire les actions à conduire dans une temporalité court, moyen et long terme. Je tiens, avant de conclure, à remercier les partenaires que sont l'association Palme, la collectivité territoriale de Martinique, la communauté d'agglomération de Cap Excellence, la ville de Rivière-Salée, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat Martinique Transport, la Fédération des zones d'activité, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que la CEMAC. Merci de votre implication, mesdames et messieurs. Merci de votre contribution à la réussite de ces 2 jours de réflexion et de mobilisation autour de la problématique des ZAE. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec Madame Nadège Bacon-Mambir, directrice du développement économique à la communauté d'agglomération de l'espace sud. Et elle va nous faire une présentation des zones d'activité économique dans notre espace sud. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais rappeler de manière succincte le contexte dans lequel finalement interviennent les comités d'agglomération. Le contexte, c'est d'abord une évolution législative et réglementaire qui supprime l'intérêt communautaire qui permettait finalement de régir la compétence création, gestion et aménagement des zones d'activité. Donc cette suppression de l'intérêt communautaire intervient en 2015 avec la loi NOTRe. Donc auparavant, les communes et les comités d'agglomération se partageaient finalement la compétence. Et donc l'espace sud intervenait sur les zones d'activité en création et les communes intervenaient sur les zones existantes. En supprimant l'intérêt communautaire, donc la communauté d'agglomération devient compétente de plein droit pour l'entretien, la création, la gestion de l'ensemble des zones de son territoire. Et donc l'espace sud devient gestionnaire et dans son périmètre finalement de gestion, on comprendra les voiries, les réseaux secs et humides, le mobilier urbain, la signalétique et les espaces verts. Pour autant, il n'y a pas de définition juridique et légale finalement de ce qu'est une zone d'activité. Donc les communautés d'agglomération ont dû mobiliser des critères pour pouvoir apprécier ce qu'étaient ces espaces. Alors, 4 critères ont été en fait pour l'espace sud mis en avant. Le critère urbanistique avec la vocation économique qui est inscrite au document d'urbanisme, un critère géographique, il faut que la zone forme une entité géographique, des critères domaniaux, les voiries doivent relever du domaine public, et des critères d'aménagement, il faut que la zone soit issue d'un programme concerté, soit un lotissement, soit une ZAC. Donc c'est à la faveur effectivement de cette définition qui a été mise en exergue pour l'espace sud que le Conseil communautaire du 25 septembre a arrêté le périmètre de 9 zones d'activité qui ont été transférées à la communauté d'agglomération. Donc 9 zones d'activité qui sont situées sur 5 communes de l'espace sud. S'agissant de la ville de Ducos, donc sont concernées la zone d'activité de Cocotte, la partie publique de Champigny, la zone d'activité de la Marie-la-Fabrique. S'agissant du François, la zone d'activité de Trianon, Toisillet, la partie publique de Vatable, Rivière-Salée, les zones d'activité de la Logier et de l'Espérance, Sainte-Luce, les zones d'activité de Deville et les Coteaux, et Maupoux, le parc d'activité de Maupoux, là effectivement qui est un projet qui est porté par l'espace sud. Alors, rapidement évoquer les périmètres qui ont été transférés. S'agissant de la Logier, la superficie finalement qui est concernée est d'environ 5 hectares. Le nombre de parcelles cadastrées est au nombre de 33. S'agissant de la zone d'activité de l'Espérance, nous sommes sur une superficie avoisinant les 5 hectares, avec un nombre de parcelles de 34. Les Coteaux, une superficie de 5 hectares, un nombre de parcelles de 33. La zone d'activité de Deville, donc une superficie de 2 hectares, un nombre de parcelles de 15. La zone d'activité de Vatable, une superficie réglementaire qui est portée à 3 hectares, un nombre de parcelles cadastrées de 16. S'agissant de la commune de Ducos, Cocotte, 8 hectares, un nombre de parcelles qui est porté à 31. Enfin, le périmètre de la Marie-la-Fabrique, pour une superficie de 6 hectares, nombre de parcelles cadastrées 19. La partie publique de Champigny, qui est portée à 7 hectares, avec un nombre de parcelles qui est estimé, cadastré, qui était porté à 23.
Et enfin, s'agissant de la commune du François, la zone d'activité de Trianon, qui présente une superficie de 12 hectares avec un nombre de parcelles de 40. Alors, ce qu'on peut dire sur l'offre qui est portée par les zones d'activité. Donc, c'est d'abord une offre économique, puisque ce sont des activités économiques qui sont présentes sur les zones d'activité, mais également une offre culturelle. On va retrouver des activités finalement culturelles dans les zones d'activité, une offre éducative, on va retrouver des écoles dans nos zones d'activité, mais également une offre religieuse, puisqu'on a également des lieux de culte que l'on retrouve dans nos zones d'activité. Alors, le point de convergence, s'agissant finalement des activités, de l'offre économique, le point de convergence finalement de l'ensemble de nos zones d'activité, c'est que ce sont des zones qui vont regrouper à la fois des activités artisanales, des activités industrielles, des activités commerciales, mais également des activités libérales autour de la santé humaine. Et ce qui va différencier chacune des zones d'activité les unes par rapport aux autres, c'est le poids relatif finalement de chacune de ces activités entre elles. Donc certaines zones d'activité vont être représentées par un poids relativement important d'activité commerciale. Donc c'est le cas notamment des zones d'activité de Rivière-Salée. Et globalement, sur l'ensemble des zones d'activité, on va retrouver une répartition finalement sectorielle entre ces trois grandes catégories. Donc, ce qui va vraiment caractériser nos zones d'activité, c'est un poids relativement important d'activités commerciales qui vont côtoyer des activités de nature artisanale, industrielle et également tertiaire. On ne peut pas prétendre aujourd'hui dresser un panorama qui se veut général des zones d'activité, tant finalement les zones d'activité présentent des caractéristiques qui sont propres. Pour autant, il y a quelques traits saillants finalement que l'on va identifier à l'ensemble des zones d'activité. C'est une mixité finalement des fonctions qui est excessive induire à des conflits d'usage. C'est l'absence de spécialisation, je l'ai déjà indiqué. Les zones d'activité finalement sur le territoire de l'espace sud sont mixtes. Donc le corollaire également, c'est qu'on va avoir un bon niveau de service qu'on va retrouver sur la plupart des zones d'activité. Une intégration architecturale et paysagère qui est insuffisante, des problématiques de stationnement et de voirie sur les trottoirs liées à une accessibilité perfectible et à l'absence de modes de déplacement doux. Ou alors s'ils existent, ils sont occupés par les véhicules. Quelques enjeux pour nos zones d'activité. Le premier étant de maintenir et de renforcer le dynamisme économique, mettre en place finalement les contours d'une politique de gestion qui se verrait durable pour les équipements publics, des enjeux liés à la mobilité, des enjeux liés à la cohabitation entre les différentes activités, une meilleure intégration finalement de nos activités, des zones d'activité dans leur environnement naturel et urbain, et surtout peut-être le fil directeur, travailler à l'amélioration de l'attractivité de ces zones d'activité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir ici au sein de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. J'ai la tâche difficile aujourd'hui de vous parler d'un outil de gestion rapport à toutes les problématiques que vous rencontrez sur les zones d'activité. Je vais essayer de vous développer en quelques éléments le plus pédagogique possible. Alors d'abord, vous allez me permettre une petite remarque et une petite présentation rapide du réseau de l'association PAN que je représente ici. J'en suis l'animateur. Je suis flatté parce qu'on m'a donné le titre de directeur général, ensuite le directeur, et nous sommes deux dans l'association. Je n'ai pas trop de mal à diriger l'ensemble de la structure, mais je tenais à le souligner. Ceci dit, nous travaillons en réseau, donc j'anime un réseau d'acteurs, principalement des collectivités, autour de cette problématique des ZAE. L'association a 25 ans, le projet PALM a 30 ans, donc vous voyez, on a un petit peu de recul sur ces éléments-là. Et puis sans que ce soit une stratégie, mais plutôt des rencontres d'opportunités, nous avons un certain nombre de partenaires qui se sont rapprochés de nous pour développer des réseaux similaires.
Ainsi, nous avons créé Palme Québec il y a déjà 8 ans maintenant, avec beaucoup de collectivités au Québec qui ont rejoint cette association, qui est une association indépendante de la nôtre, mais dont nous sommes présents dans le conseil d'administration. Le petit dernier, c'est Palme Romandie en Suisse, qui n'a pas tout à fait, et qui va fêter sa première bougie dans quelques mois. Et puis, nous avons le ministère de l'économie wallon qui a adhéré à l'association au titre de toutes les intercommunalités de Wallonie, donc, qui sont présentes dans notre réseau. Et tout ce petit monde-là travaille sur la question du développement durable des parcs d'activité autour de 3 axes que sont l'aménagement des parcs d'activité, la gestion des parcs d'activité, question fondamentale sur laquelle on va revenir tout à l'heure, et l'animation, qui est également une composante importante de cette question de la qualité des parcs d'activité. Il a été dit tout à l'heure qu'il n'existait pas de définition légale des zones d'activité, ce qui est effectif dans la loi. Et si on s'interroge comment définir succinctement un parc d'activité, on doit s'interroger évidemment sur les acteurs. Ceci dit, c'est d'abord un outil foncier de la collectivité au service du développement économique du territoire, de son territoire. Le parc d'activité est vraiment un outil du développement économique. N'oublions pas que c'est un espace d'accueil d'entreprises et il ne faut pas laisser de côté les entreprises dans cette dynamique-là, puisqu'on crée des parcs d'entreprises pour eux. Nous animons un réseau d'acteurs collectivités. Nous insistons beaucoup sur la question du dialogue avec les entreprises. C'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle, dans la diapositive précédente, j'évoquais qu'au sein de l'association, nous avions également des réseaux d'entreprises qui étaient adhérents de l'association. Et puis, n'oublions pas également que c'est un espace d'accueil des salariés, puisque beaucoup de monde va travailler, avoir de l'activité sur les zones d'activité. Et comme il était évoqué dans la présentation précédente, on a vu que c'est un espace commercial pour un certain nombre de vos zones d'activité sur lesquelles le public se déplace. Il faut donc offrir un certain nombre de services dans ces domaines-là. C'est donc un espace de mixité fonctionnelle et territoriale, industrie, commerce, artisanat. On a vu les cultes, on a vu que vous aviez, vous, sur vos zones, j'ai participé aux visites hier et animé un certain nombre d'ateliers. C'était extrêmement intéressant de ce point de vue. Vous avez déjà réalisé la mixité qu'en métropole, on est en train d'essayer de réinventer, puisque l'organisation spatiale des zones d'activité est une organisation très structurée. Vous avez le milieu urbain et en règle générale, en milieu périurbain, plutôt les zones commerciales, les zones d'activité, enfin une organisation très, très structurée qui date d'un peu plus d'un siècle même. La première zone d'activité étant née en Angleterre dans les années 1850. Lié à cet espace zone d'activité, n'oublions pas qu'il y a une interaction avec les espaces urbains, avec les espaces périurbains, avec les espaces naturels. Il y a peut-être des zones d'activité qui sont concomitantes avec la mangrove chez vous, et ça, il faut en tenir compte dans la question environnementale sur laquelle je vais revenir. Bien entendu, les espaces agricoles, et pour tout vous dire même, l'agriculture, la nouvelle agriculture comme on la nomme, est en train de réinvestir le champ des zones d'activité de manière très très forte dans les expériences qu'on suit au niveau européen. Alors, rapport aux zones que j'ai vues chez vous, que je connais bien, puisque je fréquente depuis plusieurs années, j'ai souvent l'habitude de dire, quand on me dit « Ah, tu vas encore en Martinique, génial !» Voilà. Enfin, j'ai passé plus d'heures sur vos parcs d'activité que sur vos plages, donc je en connais un certain nombre. La réintégration des espaces agricoles dans vos zones me paraît compliquée, mais sachez que c'est une composante importante de ce qui se passe à l'heure actuelle sur les zones d'activité, non seulement au niveau européen, mais vraiment au niveau mondial, puisque la zone d'activité est une composante universelle.
on retrouve dans la même composante sur les 5 ans. Alors, avant de vous parler de la démarche qualité, je voudrais vous faire part de quelques réflexions issues des ateliers d'hier. Moi, j'ai eu la chance d'animer un atelier avec un certain nombre de vos élus, Monsieur le Président, sur qu'est-ce que la zone d'activité de demain. Alors, c'était assez intéressant. Et juste vous citer quelques items des réflexions qui sont ressorties de cet atelier. D'abord, la zone d'activité de demain, et notamment chez vous, elle s'appuie sur l'existant. On le voit ici, vous avez 9 zones qui ont été réintégrées dans votre périmètre au sein de la communauté d'agglomération. Il faut donc travailler sur la question de la requalification. On n'est pas dans le cadre de la zone de Maupoux, qui est une création, mais il faudra s'appuyer sur l'expérience du passé pour ne pas louper, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, cette nouvelle zone. Donc il faut partir de l'existant. Ensuite, c'est un petit jeu de vocabulaire, de sémantique, mais qui n'est pas neutre. Dans le groupe, on a décidé de proscrire le mot zone. On s'est dit que finalement, dans l'aspect zone, il y avait quelque chose d'un peu péjoratif. Et on a préféré que le nouveau parc d'activité s'appelle plutôt parc, avec l'aspect du parc lié plutôt au jardin, à l'espace de vie. Bref, on introduit déjà là la notion paysagère dans cette dynamique-là. On a aussi constaté que la zone d'activité de demain, elle était connectée. On ne peut pas faire fi de cette question-là aujourd'hui, et il faudra donc s'attacher à la question de l'Internet, de la fibre. Bon, tout ça ne se fera pas en 24 heures, hein, en quelques mois, il faudra du temps, mais ça fait réellement partie des axes importants. Bien entendu, dans cette nouvelle zone d'activité, on a réintroduit de l'humain fortement. On a voulu placer l'homme et la femme au cœur de cette zone d'activité, en considérant que c'est un espace de travail, un espace de vie, dans lequel il faut introduire un certain nombre de services. Services aux entreprises, services aux salariés. Alors il y avait un de vos élus, Monsieur le Président, qui voulait faire du sport, du jogging, des parcours de santé, des salles de sport. Voilà, on n'a pas développé à tout va ces dynamiques-là, mais on verra que dans le réseau que j'anime, il y a beaucoup d'actions qui vont dans ce sens-là. On a beaucoup parlé de la question de l'énergie. On s'est dit que sur les aménagements, au-delà des voiries, au-delà des réseaux, de ces éléments-là, la question des bâtiments, de l'énergie était importante. Il fallait la prendre en compte dans la dynamique des candélabres. On a vu hier qu'une des élus expliquait que le travail qui avait été fait sur sa commune avait permis, avec les LED, une économie de 400 000 euros qui n'était pas neutre, qu'il fallait prendre en compte. Donc il y avait un retour investissement qui n'était pas neutre dans la prise en compte des questions environnementales. On a vu également qu'il fallait s'attacher aux questions de la qualité des bâtiments. Vous l'avez évoqué dans votre discours, Président. Pas simple, parce que là, on intervient sur des parcelles privées. Donc il faut créer du dialogue, et je reviens à la question du dialogue avec l'entreprise. Elle est importante. Et puis, enfin, et je m'arrêterai là, il y a eu plein d'autres choses. Les gens qui étaient présents avec moi dans le groupe de travail me pardonneront cette synthèse un peu rapide. Mais on a beaucoup insisté sur la jeunesse, sur l'axe économique également, en se disant que dans les zones d'activité de demain, il fallait investir sur les nouveaux créateurs d'entreprises. Il fallait les accompagner, il fallait leur donner leur chance, il fallait aller dans le sens de l'incubation, repérer l'émergence des nouveaux talents en quelque sorte, les accompagner dans un processus qui peut être celui de la pépinière d'entreprise, de l'hôtel d'entreprise, le fameux parcours incubateur, hôtel, pépinière, hôtel d'entreprise, et puis espérer que derrière ils allaient s'implanter sur le territoire. Et on a évoqué également les espaces de coworking sur lesquels les créateurs peuvent se retrouver pour échanger entre eux
et aller dans des dynamiques de partage et collaborative pour accompagner l'émergence des talents de votre territoire. Voilà. J'ai voulu vous raconter cette petite histoire issue de l'atelier de travail hier parce que tout ça, c'est très complexe, c'est une multiplicité d'acteurs. C'est bien entendu la collectivité, les services, les élus, les services de la collectivité, ce sont les entreprises, ce sont les salariés, ce sont tous ces acteurs-là qu'il faut fédérer sur une dynamique territoriale qui est celle de la zone d'activité. Quel type d'outils existe-t-il pour ce faire? Alors pendant de nombreuses années, on a vu en métropole notamment émerger une pluralité d'outils qu'on a appelés les chartes régionales, départementales, locales, et puis de manière concomitante un autre système, un autre outil qui est le système de management environnemental lié à la norme ISO 14001. Alors, je vais aller très vite à partir de maintenant, puisque je surveille mon temps de parole. Les chartes sont progressivement en train de diminuer dans ce qu'on observe au niveau de l'utilisation des outils. La toute première charte PALM, qui a été créée en 1991, donc c'est pas tout récent, qui aurait dû devenir un outil national reconnu par l'État, ça ne s'est pas fait, extrême justesse, mais ça ne s'est pas fait à cause de l'arrivée de la norme ISO 14001 en 1995. Donc je ne vais pas vous raconter cette histoire-là, ce serait trop long, mais la toute première a consisté finalement à fédérer sur une zone d'activité des énergies pour tenter de mettre en place un programme d'action sur une zone d'activité. Elle a été signée en 1995 à Boulogne-sur-Mer, dans la région Nord-Pas-de-Calais. On a eu une charte extrêmement active et proactive dans les années 2000, qui était le programme Bretagne-Caliparc, dont vous avez peut-être entendu parler, initié par le Conseil régional de Bretagne, qui a consisté à mettre en place une planification de requalification des zones d'activité de la région Bretagne. C'était un outil qui était fédéré par la région avec les 4 départements de Bretagne, qui a extrêmement bien fonctionné pendant presque une vingtaine d'années, pas tout à fait, qui aujourd'hui n'existe plus. Il a laissé place à la venue de l'ISO 14000 qui a supplanté cette dynamique régionale. Et puis, il y en a eu des dizaines et des dizaines, le cadre de référence Provence-Côte d'Azur, les chartes départementales dans les Vosges, on en a eu également dans le Vaucluse, etc. Je ne vais pas les développer, ce sont des outils qui sont en train de s'effacer progressivement au profit de la zone de la norme ISO 14001. Je ne pouvais pas être ici sans faire une allusion au travail que nous avons conduit avec la Chambre de commerce de Martinique il y a quelques années sur la réhabilitation des zones d'activité économique. Je pense que vous pourrez vous adresser à Philippe et à David qui pourront vous la communiquer. C'est un outil structurant des questions qu'il faut se poser quand on veut réhabiliter une zone d'activité. En fait, on a inventorié toutes les questions que les adhérents de notre réseau collectivité se sont posées sur que doit-on faire, que doit-on prendre en compte quand on veut réhabiliter une zone d'activité. Donc vous pourrez trouver ce document sur lequel je voulais dire quelques mots. Enfin, j'arrive à ce qui est l'outil qui est en train de prendre aujourd'hui un essor assez important au sein des collectivités sur la structuration des zones d'activité, c'est la norme ISO 14001 et le système de management environnemental. Alors souvent quand on dit ça, ça fait un peu peur, donc je vais essayer de simplifier les choses. Bon, déjà la norme, c'est un texte qui est un guide en quelque sorte, qui s'adresse bien entendu aux entreprises et aux collectivités. Et c'est un texte qui guide les organismes dans l'identification et la maîtrise de leurs impacts environnementaux
à prendre en compte sur cette dynamique de l'aménagement, la gestion et l'animation des zones d'activité. J'insiste bien, c'est un texte qui n'impose pas d'objectifs chiffrés ni de moyens de performance. C'est vous-même qui allez vous fixer vos propres objectifs en fonction de vos moyens humains et en fonction de vos capacités financières. Il ne s'agit pas qu'on vous impose un certain nombre d'objectifs à atteindre si on ne les corrèle pas aux moyens qui vont avec. Il s'agit de démontrer un niveau de performance continue, comme il est dit dans le dernier rectangle. Elle vise à améliorer les performances environnementales de l'organisme afin d'abord de répondre aux exigences réglementaires. Donc, dans un premier temps, on va déjà regarder si vous êtes conforme aux exigences réglementaires avant d'aller plus en avant dans les objectifs que vous vous fixerez vous-même. Alors, la norme, je le dis pour clôturer, c'est un texte référence qui est un guide. Et à partir de ce texte référence qui est un guide, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un système de management environnemental, un SME. C'est la diapositive suivante. Donc le SME, c'est une organisation interne, c'est une méthode, c'est un outil qui permet à l'organisme de tenir des engagements politiques et qui permet de tenir des engagements de programmation afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Tout ça, évidemment, sur une échelle de temps, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques heures, en quelques mois ou en quelques semaines. On a des adhérents dans l'association qui sont certifiés depuis plus de 20 ans et qui continuent à aller sur un travail d'amélioration continue maîtrisé. Donc la norme aide l'organisme à identifier, gérer, surveiller, maîtriser ces questions environnementales dans une perspective holistique et de responsabilité sociétale, parce que évidemment on va parler des impacts environnementaux, mais on va prendre en compte la dimension économique et on va prendre en compte la dimension sociale également, qui est évidemment un axe important. Donc la norme n'est qu'un cadre qui doit permettre de s'adapter à votre contexte. Si un jour vous décidez d'aller sur ce sujet-là, c'est extrêmement intéressant d'utiliser la norme comme étant un outil. Vous devez jouer avec elle, vous devez vous affranchir potentiellement de ces contraintes ou de ce que vous jugez être ces contraintes, parce que vous en avez tout à fait le droit et la possibilité. En fait, quel est l'intérêt, deux dernières diapositives pour terminer, de mettre en place un tel système? Quand on interroge nos adhérents, et j'aurais pu vous présenter un petit film ce matin, on a réalisé une interview de tous nos adhérents qui ont mis en place des systèmes comme celui-ci. Quand on leur dit quel a été l'intérêt pour vous, la première chose qu'ils avancent, c'est la dynamique d'équipe en interne de l'organisation. On l'a vu ce matin, vous allez devoir travailler sur la question des voiries, sur la question de l'éclairage, sur la question de la propreté qui a été largement débattue hier, en sachant qui avait les compétences sur quoi. Oui, mais il y a ceux qui enlèvent les poubelles, oui, mais il y a les corbeilles, c'est pas pareil que les poubelles, oui, mais il faut nettoyer la voirie. Donc on voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui sont attachés à ces dynamiques-là. Donc il est nécessaire de créer ce dialogue. Déjà dans les services internes, alors je ne doute pas, Monsieur le Président, que vos services dialoguent en interne, mais vous allez devoir renforcer cette dynamique-là au service d'un projet qui est celui de la réhabilitation, de la requalification des parcs d'activité. Évidemment, si un jour vous partez dans cette dynamique, l'implication politique est fondamentale. Vous devez, Monsieur le Président, soutenir la démarche, vous-même ou avec un de vos vice-présidents, qui doit piloter les dynamiques. C'est fondamental. Le retour qu'on a de nos adhérents sur cette dynamique-là, c'est que quand il y a un élu qui n'est pas là pour piloter, porter et engager la démarche, qu'elle est seulement laissée aux techniciens, ça fonctionne moins bien. Donc, important au niveau de cet engagement-là. Les avantages concurrentiels et financiers, j'insiste pas, on l'a vu tout à l'heure avec la question de l'éclairage.
J'en ai dit 2 mots, j'insiste pas. Sur la gestion de l'eau, il y a des économies conséquentes à faire également. Il y a donc un certain nombre d'axes importants. Donc formalisation d'un outil de gestion et de suivi, mesure d'efficacité, vous allez créer un tableau de bord. Ça va vous permettre une traçabilité de votre action, de votre politique en la matière. C'est une démarche structurée qui va de partage des rôles et des responsabilités. Qui a la compétence sur quoi, qui fait quoi, qui est responsable de chacune des actions. C'est vraiment quelque chose qui se détaille, c'est une sorte de schéma directeur qu'on va détailler assez profondément. Ça, c'est pour la question interne. Quel est l'intérêt en externe? C'est qu'aujourd'hui, c'est la seule reconnaissance internationale qu'il existe sur cette dynamique-là. 160 pays se sont mis d'accord sur cette dynamique-là de la norme ISO 14001, et c'est en train de se renforcer puisque les Nations Unies, à travers un groupe de travail sur ces questions-là qui s'appelle l'UNIDO, s'est rapproché de l'association internationale ISO 14001 suite à la volonté de plusieurs pays de mettre en place une norme développement durable sur les zones d'activité. Et la France, qui dans cette organisation-là est représentée par l'AFNOR, s'est retournée vers l'association PALM en lui disant « mais finalement, ça fait 20 ans que vous faites ça au sein de votre association, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler communément ensemble au sein de cet organisme-là » Et avec AFNOR France, nous sommes en train de fédérer un groupe de travail France, Belgique, Suisse et Canada, les partenaires que je vous montrais au départ, pour que finalement la norme développement durable des parcs d'activité qui est en gestation soit concomitante à ce que je viens de vous expliquer, sur lequel nous avons un peu plus de 20 ans de recul maintenant, à travers toutes les expériences qui ont été conduites en France, en Suisse, en Belgique et au Canada maintenant. C'est une dynamique qui répond aux attentes des principaux acteurs de développement des espaces d'activité. Elle améliore la confiance des parties prenantes puisque vous allez dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs. Vous allez améliorer l'image de votre organisme dans une dynamique positive. Vous allez travailler dans le sens de l'acceptabilité de la responsabilité sociale. Vous allez surtout démontrer que vous êtes conforme aux exigences légales et réglementaires actuelles et futures, et que quand tout ça sera en place, vous allez même peut-être les dépasser sur certaines actions. Et c'est un gage de maîtrise et de prévention des impacts, des risques et des nuisances qui rentrent dans ce système. J'espère n'avoir pas été trop technique, mais vous avoir donné une vision globale de cet outil. Sachez qu'aujourd'hui, lorsque 10 adhérents rentrent dans l'association PALM, il y en a 8 qui rentrent pour la mise en place de ce système-là, que la loi NOTRe est en train de faire vraiment proliférer. C'est vraiment un outil vers lequel les communautés d'agglomération reviennent vers nous en termes de partage d'expérience. Voilà, merci de votre attention et je crois qu'il n'y a pas de questions, qu'on répondra aux questions ultérieurement d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Merci de votre intervention. C'est donc maintenant c'est à Monsieur Joël Laviolette, directeur de l'appui au territoire et de l'aménagement économique, qui va intervenir sur la mise en place du pilotage des 18 zones d'activité économique par la communauté d'agglomération du Cap Excellence. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom du président de Cap Excellence, de son directeur général, du directeur général adjoint à l'économie, au tourisme et à la perspective de Cap Excellence, la communauté d'agglomération du sud-est, de l'espace sud, pardon, de l'espace sud de la Martinique, de nous avoir conviés à participer à son séminaire. Voilà. Donc, il m'a incombé la charge de vous présenter
la mise en place du pilotage des 18 zones d'activité économique par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Je vais, dans un premier temps, vous présenter la cartographie de ces zones d'activité économique. Donc, en 2017, avec la mise en place de la loi Noutré, la communauté Cap Excellence a hérité de la ville des Abîmes de 6 zones d'activité économique. Il s'agit des zones d'activité économique du gazon de Bourgogne, qui se situe ici, du Morne-Verguin, ici, de Petit Pérou, ici, de Grand Camp Est, de Grand Camp Ouest, et de la zone d'activité économique de la Providence au voisinage de l'aéroport Paul Caraïbe. La ville de Bémao a transféré 8 zones d'activité économique, la plus connue, celle de Jarry, les zones de Beau-Soleil 1, de Beau-Soleil 2, qui se situent sur la route nationale en allant vers la ville du Lamentin, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, la zone d'Estrélan, qui se situe en face du centre commercial d'Estrélan, pour ceux qui connaissent, le centre commercial d'Estrélan n'étant pas compris parmi les zones d'activité économique qui ont été transférées à Cap Excellence, les zones de la Jaille 1, la Jaille 3 et la Jaille 4, qui sont situées le long de la route nationale qui mène vers Petit-Beau. Voilà. Ainsi que celle de Jabouin, qui se situe en face de celle de Jarry. Voilà. Donc ces zones d'activité économique ont un caractère très hétérogène, puisqu'en fait, ces zones d'activité économique ont des surfaces qui sont extrêmement variables. La zone d'activité économique de Jarry, qui couvre plusieurs centaines d'hectares. Celle d'Estrélan, par exemple, ne couvre que quelques hectares. Donc des situations véritablement contrastées du point de vue des surfaces foncières de ces zones d'activité économique. On a également un contraste qui s'opère en matière d'ancienneté. Certaines zones sont plus anciennes que d'autres. C'est le cas de la zone d'activité économique de Jarry, une des plus anciennes. Parmi les zones les plus récentes dont nous avons hérité, se situe on identifie la zone d'activité économique de la Providence, qui se situe non loin de l'aéroport Paul Caraïbe. D'autres caractéristiques de ces zones d'activité économique, ces zones d'activité économique sont parfois couvertes par des situations de risque liées aux activités industrielles qu'elles accueillent. C'est le cas de la zone d'activité économique de Jarry, où il existe un plan de protection contre les risques technologiques, mais également un périmètre Céveso. Nous avons également, au niveau du parc d'activité de la Providence, une labellisation ISO 14001 qui s'applique à sa gestion particulière. Donc, comme je vous le disais, 18 zones d'activité économique, une hétérogénéité de ces zones d'activité économique, ce qui, pour Cap Excellence, constitue un enjeu fort en matière de pilotage de ces 18 zones d'activité économique. Voilà. Ici. Donc, qu'en est-il de ces enjeux et de ces objectifs concernant le pilotage de ces zones d'activité économique? Au plan réglementaire, dans sa présentation, Madame Bakamambir a déjà fourni un certain nombre d'éléments concernant la réglementation nationale. Je soulignerai concernant les documents stratégiques locaux le rôle que peut jouer le schéma de cohérence territoriale, puisque depuis sa création avec la loi SRU, aujourd'hui le SCOT constitue un document qui devient de plus en plus prescriptif. Donc il permet notamment de pouvoir agir sur le foncier, sur les surfaces commerciales. Donc c'est un outil précieux qui peut être utile en matière de pilotage de zones d'activité économique. En matière organisationnelle, le passage d'une gouvernance multiple communale à une gouvernance de type unifié au niveau communautaire constitue un enjeu fort, un enjeu qui va questionner fortement l'harmonisation des stratégies à mettre en place. Mais cet enjeu organisationnel va également questionner les moyens humains qui seront mobilisés par la communauté pour pouvoir atteindre ces objectifs.
Donc, le renforcement des équipes, l'existence de compétences au sein de ces équipes est un enjeu également fort pour le pilotage de ces zones d'activité économique. Donc, la transversalité est un des outils également utilisés qui permet de répondre au pilotage des zones d'activité économique. En matière financière, les charges sont un élément capital. En effet, le principe veut que le transfert d'une compétence s'accompagne d'un transfert de moyens humains, un transfert de moyens matériels. Il s'avère que l'expérience que nous avons connue à Cap Excellence montre que les choses peuvent parfois être un peu différentes. Cependant, il importe véritablement de pouvoir, en matière de charge de gestion de ces zones d'activité économique, être extrêmement vigilant, qu'il s'agisse de charges d'investissement, de charges de fonctionnement, puisque leur impact sur la fiscalité communautaire n'est pas neutre. En matière technique, le transfert de biens est un élément relativement important, puisque en matière de biens, les villes composantes de Cap Excellence ont souhaité conserver la maîtrise de leurs biens, au sens où elles n'ont pas souhaité céder ces biens à l'intercommunalité. Donc, la mise en place de dispositifs de type de mise à disposition des biens a été retenue, contrairement à ce que, plutôt parallèlement à ce que pourrait proposer la loi en matière de cession de biens. Nous n'avons pas connu de situation occasionnant pour les villes la cession de terrain. Je pense en particulier à des opérations d'aménagement de type ZAC. Celle que nous avons connue à Cap Excellence était à un stade où l'opération était en phase d'achèvement. Donc il n'y a pas eu lieu pour les villes de céder des terrains à Cap Excellence. En matière de mobilité, là également, l'enjeu est relativement fort, puisqu'aujourd'hui, au travers des politiques de développement durable, la question effectivement de la mise en place de mobilité douce, la mise en place de transports collectifs constitue aussi des éléments, des enjeux forts qui peuvent permettre de mieux piloter les zones d'activité économique. En matière sociale, l'emploi, c'est un élément clé. La zone d'activité économique est un espace dédié à l'accueil d'activités économiques. Donc il importe effectivement que les conditions d'accueil, les conditions de travail au sein de ces zones d'activité économique soient véritablement des éléments sur lesquels on porte un intérêt particulier. De même, la proximité constitue également un enjeu fort, puisque se substituant aux communes, les zones d'activité économique sont à la fois aujourd'hui des acteurs de terrain proches de leurs administrés, des usagers, des utilisateurs des zones d'activité économique, et à la fois des acteurs stratégiques, puisqu'en réalité, les documents stratégiques communautaires, je parlais du SCOT tout à l'heure, sont des documents qui entretiennent des rapports hiérarchiques, notamment avec les PLU ou avec les documents supracommunautaires tels que le SAR. En matière environnementale, j'ai évoqué tout à l'heure le développement durable. C'est un enjeu éminemment fort. Je n'insisterai pas dessus. La labellisation, M. Monti évoquait tout à l'heure les labels ISO 14001. En Guadeloupe, la zone d'activité de la Providence est une zone qui bénéficie de cette labellisation ISO 14001. Il est important pour nous de préserver cette labellisation. Donc c'est également un enjeu fort. Et en matière de communication, naturellement, le pilotage des jeunes activités économiques nécessite une harmonisation, une coordination de la communication entre les villes et l'intercommunalité. L'usager de la zone d'activité économique souhaite avoir un interlocuteur identifié. Il s'avère que ce volet communication porte des enjeux forts qui nécessitent que des questions telles que par exemple la mise en place d'un numéro unique pour
l'usager puisse être posé. Voilà. En matière d'objectifs stratégiques communautaires, la communauté d'agglomération Cap Excellence s'est fixé 6 objectifs majeurs. Je vais vous les développer. Donc en matière économique, elle s'est fixée comme objectif d'optimiser les conditions de développement des entreprises, d'optimiser les ressources fiscales pour la collectivité, de faciliter les investissements, de concourir au dynamisme et à l'attractivité économique du territoire, notamment au travers de stratégies de marketing territorial. En matière sociale, il s'agit pour la collectivité d'offrir des conditions de travail, de vie, de bonne qualité pour le personnel des entreprises des zones d'activité économique, de favoriser l'insertion par l'économique, mais aussi de renforcer la cohésion sociale. En matière environnementale, il s'agit de maîtriser, le cas échéant, restreindre les nuisances et les pollutions de toute nature, de maîtriser les risques naturels et technologiques, de protéger et valoriser le potentiel environnemental des zones d'activité économique. Sur le plan de la gouvernance, il s'agit de mettre en place une gestion durable et performante, unique ou concertée des zones d'activité économique, de faciliter la concertation entre les acteurs concernés et leur implication dans la gestion et l'animation des zones d'activité économique. En matière de cohérence territoriale, il s'agit d'assurer un développement rationnel et durable sur l'ensemble du territoire, de veiller à une répartition équilibrée de la création d'activités, de richesses et d'emplois sur l'ensemble du territoire, de renforcer la synergie entre les stratégies d'aménagement et de développement en favorisant la complémentarité entre les zones d'activité économique, complémentarité entre les zones d'activité économique et les lieux d'habitation, complémentarité entre les zones d'activité économique et les modes de déplacement. Concernant la cohérence et la compatibilité avec les documents de planification, j'évoquais tout à l'heure les liens hiérarchiques entre le SAR, le PLU et le SCOT, mais bien évidemment les communautés sont amenées à mettre en place notamment un schéma au niveau régional, un schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Sur la mise en œuvre de ce document stratégique requiert de la part des communautés d'agglomération, notamment en matière de développement économique, la mise en place de projets, et ces projets peuvent trouver un cadre notamment de financement par le biais de ce schéma régional. Le projet de territoire constitue également un élément fort. À Cap Excellence aujourd'hui, ce projet de territoire est en chantier. Donc nous avançons sur un certain nombre de projets, bien évidemment en essayant de pouvoir laisser la possibilité à ce projet de territoire d'occuper toute la place qu'il doit avoir. Il ne s'agit pas d'attendre que ce projet de territoire soit mis en œuvre pour pouvoir développer ensuite les autres politiques communautaires, mais le chantier est aujourd'hui sur tous les fronts, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, si vous voulez. Donc, concernant le cadre réglementaire du transfert de la compétence, je ne vais pas revenir sur ce que disait Madame Mambir. J'insisterai simplement sur le fait qu'effectivement, la zone d'activité économique n'a pas de définition juridique et en cela, ça laisse une forme de liberté aux villes pour pouvoir identifier l'objet zone d'activité économique. C'est la raison pour laquelle je présentais tout à l'heure des zones d'activité économique présentant des profils complètement différents. Si je pouvais à ce stade donner un autre exemple, je dirais par exemple que nous disposons de zones d'activité économique qui ont un caractère mixte, où on trouve à la fois de l'habitat et de l'activité économique, une mixité qui peut être verticale, c'est le cas du centre-ville de Pointe-à-Pitre, une mixité qui peut être horizontale, c'est le cas par exemple de Jarry. Cependant, contrairement, ou alors en attendant que la jurisprudence dise le contraire à ce que disait la présentation,
il est possible d'avoir des ruptures dans la continuité des zones d'activité économique, parce que le cas de Jarry a questionné fortement la manière dont on allait prendre en charge les zones résidentielles qui sont situées à l'intérieur du périmètre de la zone de Jarry. À ce stade, ce qui a été décidé, c'est l'isolement de ces zones. Donc nous avons un territoire avec, en quelque sorte, des trous, donc qui présentent des ruptures dans la continuité. Voilà. Voilà. Donc, j'évoquais tout à l'heure la mise à disposition des biens, et je disais effectivement que la compétence ZAE a occasionné la mise à disposition de plein droit de biens meubles et immeubles utilisés pour la compétence. Donc, cette mise à disposition doit notamment être constatée par un procès verbal qui est établi contradictoirement. Ce procès verbal, aujourd'hui, la jurisprudence indique qu'il n'a pas de caractère obligatoire. Cependant, sa mise en place est fortement recommandée puisqu'en réalité, il permet d'anticiper un certain nombre de difficultés puisqu'il informe, il permet de disposer d'une meilleure connaissance de l'état des biens qui sont mis à disposition. En particulier, il faut savoir que ce transfert de compétences correspond globalement, ou en tout cas attribue globalement au président de la communauté sur la gestion des biens la qualité de quasi-propriétaire. Donc toutes les responsabilités qui vont avec cette nouvelle responsabilité sont assumées par le président. Donc il est important véritablement de connaître l'état de ces biens. Enfin, la commission locale d'évaluation des charges transférées a un rôle majeur puisque en matière financière, je disais tout à l'heure que l'évaluation des charges était capitale. Cette commission d'évaluation des charges fournit des éléments d'appréciation au conseil communautaire qui, lui, décide des montants à retenir en matière d'attribution de compensation. Cependant, son rôle est essentiel. Nous nous sommes fait accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce volet car il est relativement complexe à gérer. Je vais évoquer quelques points de vigilance relatifs à la mise en œuvre de la démarche de pilotage. Donc, en phase préparatoire, la détermination des ZAE parmi les zones d'activité existantes, nous avons donc sur le territoire de Cap Excellence des ZAE qui ont été identifiés comme tels par les villes membres, mais il existe d'autres espaces économiques qui n'ont pas été identifiés en tant que ZAE, en tout cas pas à ce stade, mais qui participent du dynamisme économique du territoire. Il est important donc que la communauté, effectivement, assume correctement le pilotage de ces 18 zones d'activité économique, mais ait également un regard sur ces autres zones que l'on pourrait qualifier de secondaires et qui peuvent effectivement constituer des éléments forts en matière d'activité économique sur le territoire. Concernant l'identification des biens mis à disposition de la communauté, je ne reviendrai pas dessus puisque j'évoquais tout à l'heure les responsabilités du président de la communauté. En matière d'évaluation de charges, peut-être ajouter le point suivant. L'évaluation des charges transférées distingue notamment des charges de fonctionnement, des charges d'investissement. En matière de charges de fonctionnement, la règle c'est que cette prise en charge est effectuée par le biais d'attributions de compensation. Alors ces attributions de compensation interviennent pour des travaux d'entretien, mais également pour des travaux de renouvellement de biens. Il s'avère que la communauté d'agglomération doit également procéder à la requalification de certains biens. Donc il est important de pouvoir distinguer ces différentes catégories d'intervention, entretien, renouvellement de biens, requalification, car ils ont un impact qui n'est pas neutre sur le budget communautaire, dans la mesure où, à Cap Excellence, les opérations de requalification de biens se font sur un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, donc impacte directement
le budget communautaire sans impacter les attributions de compensation. La coopération interservices, c'est également un élément clé, puisque j'évoquais en liminaire la question des moyens humains à mobiliser pour pouvoir mettre en œuvre le pilotage des zones d'activité économique. Aujourd'hui, à Cap Excellence, nous avons une contrainte qui est forte en matière de moyens. Ça nous amène effectivement à devoir développer des stratégies. J'ai évoqué la transversalité comme étant un des moyens d'atteindre certains objectifs, mais il est évident que pour pouvoir y arriver, la communauté s'est fixé un objectif d'association étroite des villes membres à la mise en place des stratégies qu'elle développe. Cette association étroite, elle prend la forme notamment de groupes de travail interservices entre les villes membres et les services de la communauté, des groupes de travail interservices thématiques qui peuvent être juridiques, techniques, financiers et autres. Ça nous permet en fait de mobiliser les expertises des villes qui sont les meilleures connaisseuses des affaires de leur territoire dans une certaine mesure. C'est un clin d'œil. Et bien évidemment de pouvoir œuvrer ensemble à la mise en place d'une vision technique partagée qui est importante puisqu'elle nous permet de sensibiliser nos élus de façon, j'ai envie de dire, concertée et de pouvoir donc faire face aux contraintes en moyens humains dont nous disposons. Pour donner quelques éléments de la situation de Cap Excellence. Le transfert que j'évoquais, qui est celui du transfert des moyens humains à Cap Excellence, le transfert du développement économique n'a donné lieu qu'au transfert de personnel à caractère administratif. Il n'y a pas de compétences techniques véritablement qui a été transférée à Cap Excellence. De ce fait, aujourd'hui, l'enjeu de gestion technique des zones d'activité économique redonne toute sa place aux villes dans le dispositif qui existe. Il s'avère que le partage dans une certaine mesure de ce qu'on entend par la culture communautaire devient essentiel puisque les villes interviennent généralement dans un cadre juridique qui leur permet, notamment au titre de la clause de compétence générale, de pouvoir agir sur différents éléments. Le PCI, lui, est tenu par un cadre juridique qui est beaucoup plus limité. La clause de compétence, la clause d'exclusivité, qui font que nous ne pouvons pas, par exemple, le président de Cap Excellence ne dispose pas de pouvoir de police générale qui lui permettrait certaines interventions particulières, telles que celles qu'un maire peut exercer. Et c'est important de le mesurer parce que parfois dans les relations que nous pouvons avoir avec nos collègues des villes, ces petites nuances-là peuvent occasionner des différences de point de vue. En matière de mise en œuvre, concernant la gestion des zones d'activité économique, je dirais que l'expérience qu'a mise en place Cap Excellence est une expérience qui a permis, alors, dans un premier temps, de pouvoir, pardonnez-moi quelques instants, voilà. Donc l'expérience a permis à Cap Excellence de pouvoir, dans un premier temps, déterminer les zones d'activité économique, d'identifier les biens qui ont été mis à disposition. Parmi les biens qui ont été mis à disposition à Cap Excellence par les villes membres, on identifie la voirie, l'éclairage public, les espaces verts et la signalétique. Les villes ont été questionnées sur
le mode de gestion de ces biens, puisque la question des moyens de Cap Excellence s'est posée dès le départ. Ces villes ont formulé des propositions qui peuvent, par exemple, dans le cadre de l'une d'entre elles, consister en la reprise totale de la gestion des biens. Donc il s'agit en fait d'un retransfert de gestion des biens de Cap Excellence vers la ville membre. Dans un autre cas, ça a été, pour la totalité des villes membres, la reprise en charge d'un équipement particulier. Donc il y a encore des configurations un peu particulières qui sont mises en place et qui caractérisent en tout cas le pilotage qui est mis en place par Cap Excellence. Je préciserai également que en matière de définition des prestations à atteindre. Il s'avère qu'avec les 18 zones d'activité économique, un des enjeux qui s'est posé, c'est celui de savoir quel est le niveau de prestation moyen offert aux usagers. Puisqu'en réalité, une des questions qui est sous-jacente, c'est celle de l'égalité de traitement des territoires. Chaque zone d'activité économique devant a priori bénéficier des mêmes avantages que sa voisine. Là-dessus, le chemin qui a été emprunté par Cap Excellence a consisté à retenir le niveau de service qui est offert par l'une de ces villes membres à ce stade. En sachant bien évidemment que sur le territoire de CAPEX, avec la labellisation ISO 14001, nous avons un point d'objectif qui est celui de l'objectif idéal à atteindre, mais en l'état, nous avons la communauté Cap Excellence à identifier, pour ne pas la citer, la commune de Bemao comme étant une des villes qui fournit un service qui pourrait être un service de référence. À partir de ces observations, j'ai envie de dire à caractère d'abord technique, il a été décidé notamment dans les démarches qui ont été mises en œuvre à la fois pour l'évaluation des charges transférées, de partir de ratios qui auront été fournis par la ville de Bemao, et donc la comparaison entre les chiffres fournis par les villes et celles qui sont sorties des ratios appliqués par la ville de Bemao a pu mettre en évidence un différentiel. Ce différentiel aujourd'hui fera l'objet d'une appréciation par les élus, notamment, je pense à la ville des Abîmes, parce qu'il importe, comme je le disais tout à l'heure, d'assurer l'égalité de traitement devant une égalité de traitement des zones d'activité économique. Je prendrai donc l'exemple de la mise en place de conventions de gestion par Cap Excellence. Ces conventions de gestion répondent à un objectif qui est clair, celui de permettre en fait aux villes de pouvoir se réapproprier en quelque sorte la gestion des zones d'activité économique. Donc il s'agit là en fait d'un outil qui est un outil qui n'est pas contraint par les règles du Code des marchés publics. C'est un outil qui permet à la fois donc, de définir un cadre avec des objectifs à atteindre par la ville membre, de définir les obligations entre la ville et Cap Excellence, également les conditions de rémunération des missions qui sont exécutées par la ville membre et de gestion des contentieux. Donc cette convention de gestion, ces conventions de gestion qui ont été mises en place entre les villes membres et Cap Excellence ont fait l'objet effectivement d'une mise en place en régie. Nous n'avons pas pour ces conventions de gestion fait appel à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il y a eu un véritable travail de coproduction entre les villes membres et Cap Excellence pour arriver à un document finalisé. Ça nous a pris du temps, mais aujourd'hui, ces documents permettent de pouvoir offrir
un cadre sécurisé juridiquement qui permette donc à Cap Excellence et aux villes membres de pouvoir avancer sur le pilotage de ces zones d'activité économique. Je préciserai sur ces conventions un point, c'est que j'indiquais tout à l'heure que du point de vue de la définition du niveau de prestation à atteindre, qu'il existait donc la possibilité d'avoir un niveau de référence qui est celui de la ville de Bemao. La prise en charge de ce niveau de référence a donné lieu à des débats importants lors de la rédaction de certains articles de cette convention, parce qu'en réalité, une des questions sous-jacentes était de savoir est-ce que ces conventions allaient être financées exclusivement par le biais des attributions de compensation, ou alors pouvaient laisser la place à un financement qui serait propre à Cap Excellence. La porte a été laissée ouverte finalement dans la rédaction finale de ce document, puisqu'aujourd'hui, même si de façon majoritaire, les financements sont ceux des attributions de compensation, en revanche, une ville qui le souhaiterait, donc qui pourrait décider d'aller au-delà d'un certain niveau de performance, pourrait, dès lors que Cap Excellence voudrait bien l'accepter, obtenir donc des financements qui lui permettraient de pouvoir avoir un niveau de prestation offert à ses usagers qui soit plus conséquent que ce que le montant des attributions de compensation permet. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, trop technique. Je m'excuse pour mes balbutiements, c'est une première pour moi, mais j'espère avoir complètement expliqué la manière dont cette problématique qui est relativement complexe a été mise en place pour le pilotage des 18 zones d'activité économique de Cap Excellence. Merci de votre attention. Merci. Merci à vous, Monsieur Laviolette. Maintenant, on va passer la parole à messieurs Antoine Ropian et Gérald Negro de la CEMAG, Société d'économie mixte de la Guadeloupe, pour un retour d'expérience sur la mise en place d'un système de management environnemental. Pardon ? Oui. Pour le parc d'activité de Providence en Guadeloupe. Merci, bonjour à tous. Je suis Gérald Negro, je suis le directeur du développement durable et du patrimoine de la CEMAG. Merci pour votre accueil. Je vais vous parler d'un sujet qui est très passionnant, sur lequel nous travaillons depuis un certain temps à la CEMAG, celui des zones d'activité. Un mot sur la CEMAG, Société d'économie mixte, implantée en Guadeloupe mais également en Martinique. Je salue Antoine Rofian qui est le responsable de l'agence Martinique. C'est le jeune homme avec la chemise bleue, juste là. Voilà. Alors le parc d'activité La Providence, certains d'entre vous devez certainement connaître cet espace économique qui se situe près de l'aéroport, donc sur la commune des Abîmes, en Guadeloupe, sur lequel j'ai eu la chance de travailler pendant quasiment 20 ans. Et j'ai la difficulté aujourd'hui de vous présenter ça en quelques minutes. Donc on va essayer de faire au mieux. Merci. Alors une présentation sommaire. Donc déjà en fait cette opération d'aménagement part d'une initiative publique, celle de la ville des Abîmes, par le biais d'une délibération du conseil municipal qui a été prise en 1997. Donc vous voyez, c'est une décision qui remonte quand même à quelques années et qui a permis d'engager sur une partie du territoire une vaste opération d'aménagement, 90 hectares, pour principalement l'accueil des entreprises, avec un budget de 52 millions d'euros. On était à l'époque dans une logique d'aménagement du territoire qui était la suivante. Si vous connaissez bien la Guadeloupe, vous devez savoir que l'activité économique était principalement recentrée sur la zone de Jarry. Joël Laviolette en a parlé tout à l'heure. Et à la fin des années 90, il y avait une vision d'aménagement du territoire qui consistait en fait à dire commençons à anticiper en fait la saturation à venir de cette zone d'activité en ébauchant en fait l'aménagement d'un nouvel espace près de l'aéroport, avec un schéma de développement économique assez proche de ce qu'on peut voir par ailleurs dans l'Hexagone, puisqu'on adossait à un aéroport une zone d'activité. Ce sont des choses assez classiques, vous avez à peu près la même chose ici en Martinique. Et donc derrière cette vision, les outils ont été mis en place pour pouvoir mener à bien, cette vaste opération qui a duré pendant près de 20 ans. Et les outils, quels sont-ils ? Ils sont déjà la procédure d'urbanisme, la zone d'aménagement concerté, dont on parle tant, qui est tant décrié, mais qui est pourtant l'outil d'excellence. C'est l'outil d'aménagement
du territoire, par définition. C'est celui qu'il faut utiliser, c'est celui qui est le plus adapté. Le mode opératoire était la concession d'aménagement, qui est un contrat qui a lié la CEMAG à la ville des Abîmes depuis 1997 et qui a consisté en fait à réaliser un certain nombre d'actions avec un programme qui portait sur l'acquisition du foncier, 90 hectares de terrain privé, aucun terrain public, en tout cas maîtrisé, aucune expropriation, mais beaucoup de discussions dans les négociations foncières. On y est arrivé. Ensuite, nous avons réalisé dans le cadre de cette concession d'aménagement toutes les études nécessaires à l'opération, avec les études d'urbanisme, les études topographiques, les études de maîtrise d'œuvre, les études réglementaires, tout ça vous le connaissez parfaitement. Nous avons ensuite engagé la réalisation des travaux de viabilisation, la commercialisation des terrains et un élément qui s'est avéré par la suite essentiel, celui de la gestion. Le leitmotiv en fait de cette opération qui a démarré au début des années 2000, et c'est un peu la commande publique qui nous était donnée, c'était de faire une nouvelle zone d'activité et en faire un pôle d'excellence pour la Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'un pôle d'excellence, on n'avait pas forcément de mode d'emploi à l'origine, et donc on s'est beaucoup appuyé sur l'association PALM au début des années 2000 pour voir un peu le retour d'expérience de nos confrères dans l'Hexagone et voir comment cette notion de pôle d'excellence pouvait être développée sur notre espace économique. Et on verra par la suite, on a avancé sur des sujets d'excellence environnementale par le biais d'une démarche qualité environnementale, un SME, système de management environnemental, de différents éléments qui ont été présentés par Joël Monti tout à l'heure. La commercialisation, elle s'est organisée par pôle, donc avec des couleurs qui reprennent la charte graphique et les signalétiques que l'on retrouve sur place. Donc des thématiques, on va dire, plutôt administratives. On a accueilli des grands sièges qui souhaitaient se réinstaller dans des conditions optimales, notamment par rapport à l'enjeu et l'aléa sismique qui étaient rencontrés sur des établissements qui étaient dans Pointe-à-Pitre. On a aussi des activités commerciales, des activités logistiques. Et on retrouve dans Parc Providence aujourd'hui, si vous allez sur place, donc des grandes enseignes comme le Cinestar, qui est notre cinéma, qui est également le Millénis, et puis les grands sièges comme la CGSS, la CAF, le SDIS, le Pôle emploi, etc. Alors, on s'est lancé dans une démarche excellence environnementale et Parc Providence a été le premier parc d'outre-mer certifié ISO 14001 pour son management environnemental, à la fois sur l'aménagement et la gestion. Donc c'est une certification que nous avons obtenue en 2003, donc on a à peu près une quinzaine d'années de retour d'expérience sur la démarche, avec la mise en place d'un SME et une systématisation de la démarche haute qualité environnementale sur tous les bâtiments du site, avec un cahier des charges adossé qui mettait l'accent sur des cibles de la HQE qui nous semblaient prépondérantes pour le territoire, notamment au regard de l'analyse environnementale que nous avions pu faire. On est à 2 pas de la mangrove, nous aussi, dans cette zone d'activité, donc il était important de protéger l'espace et l'environnement qui se situe à proximité. Et donc on a vraiment mis l'accent sur la partie gestion de l'eau. On a mis l'accent également sur la cible énergie, en faisant en sorte qu'on accompagne chacun des bâtiments dans une démarche vertueuse, portant sur des économies d'énergie, l'installation, quand cela était possible, de photovoltaïque, et ensuite aller dans le sens effectivement d'une consommation, en tout cas la plus réduite possible d'électricité pour tous les bâtiments du site. Notre système de management environnemental s'est aussi beaucoup appuyé sur l'accueil et l'accompagnement des entreprises. On est sur des espaces économiques qui accueillent des entreprises, avec des chefs d'entreprise qui ont besoin d'être sensibilisés sur les démarches, et ça a été un gros travail que nous avons fait avec nos équipes pour justement expliquer les choses. On n'a jamais vraiment eu de chefs d'entreprise qui étaient réticents à la démarche HQE. On a eu surtout des chefs d'entreprise qui nous demandaient combien ça coûte. Et donc à partir de là, il a fallu effectivement qu'on explique que c'était pas forcément plus coûteux de faire un bâtiment HQE dès lors qu'on changeait d'échelle de temps et qu'on raisonnait en fait sur un coût global, c'est-à-dire en fait l'investissement plus en fait la gestion du bâtiment. Puisqu'un bâtiment peut être effectivement un peu plus coûteux à l'investissement, mais au bout de 15-20 ans, il devient plus économique parce qu'il est moins consommateur d'électricité, etc. On a mis en place un certain nombre d'outils, un comité de suivi pour chacun des projets. Donc on avait des partenaires, la région Guadeloupe, l'ADEME, EDF, la ville des Abîmes bien sûr, qui était partie prenante de ces comités de suivi. Donc chacun des projets était passé au crible de nos différents cahiers des charges. Et puis ce comité de suivi donnait un avis avant le dépôt du permis de construire, ce qui nous permettait de maîtriser
maîtriser un peu le circuit. On a aussi mis en place une assistance à maîtrise d'ouvrage HQE qu'on a mis à disposition gratuitement pour les chefs de projet, qui faisaient l'objet d'un cofinancement. Donc c'est-à-dire que quand vous étiez chef d'entreprise et que vous vouliez construire et acheter un terrain et construire sur Parc Providence, vous aviez des contraintes, effectivement, il fallait respecter le cahier des charges, mais on vous mettait à côté une AMO HQE qui était là pour vous aider, vous expliquer comment faire. Et puis ensuite, faire en sorte que vous puissiez respecter le cahier des charges. Et ensuite, on a mis l'accent sur les audits environnementaux, puisque au-delà de la conception du bâtiment HQE, il fallait s'assurer qu'en phase de réalisation, on était bien aligné sur les cibles qui étaient annoncées en phase de conception. On a aussi, Joël en a parlé tout à l'heure, extrêmement important, on a été aussi le premier parc labellisé. Il faut que je me rapproche, c'est ça? Désolé, j'ai plutôt tendance à aller vers le public, hein, c'est ça. Donc en fait, premier parc des DOM labellisé très haut débit, donc en équipant la ZAC en fait de tous les dispositifs, les équipements pour pouvoir passer la fibre optique un peu dans tous les sens. C'était une demande qui était forte de nos entreprises, à laquelle il était important qu'on puisse répondre. Et puis, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais un accompagnement depuis 2003, donc vous voyez, ça remonte à quelques années, n'est-ce pas Joël? Accompagnement par l'association PALM, avec un retour d'expérience de plus de 20 ans sur l'aménagement et la gestion durable des parcs d'activité. Les questions qu'on s'est posées, on se les pose un peu partout en Hexagone, hein, et sur le territoire de la Martinique, vous avez les mêmes mots que les nôtres, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, sud de la France. Donc c'est vrai que l'expertise et le retour d'expérience de PALM est extrêmement précieux. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup servi, avec des plateformes d'échange croisés sur des thématiques, sur la gestion de l'eau, la réglementation. Hein, donc à peu près 150 adhérents, hein, c'est bien ça, PALM. Et puis des adhérents Guadeloupe, d'abord la CEMAG en 2003, puis l'ASL du parc d'activité La Providence. On a créé une ASL justement au sein de la ZAC pour fédérer les entreprises, créer une structure... Ah, vous voulez changer? On échange. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Bon. On a créé une association syndicale libre dont l'adhésion a été rendue obligatoire lorsqu'on a vendu les charges foncières de la concession d'aménagement, et qui a poussé les chefs d'entreprise à s'organiser pour déjà parler d'une voie commune dès lors qu'ils discutent avec la collectivité, et puis aussi eh bien, rebondir sur les différentes thématiques qu'ils ont pu mettre en place dans le cadre de leur bâtiment. Et Cap Excellence a rejoint également PALM en 2016. Alors pourquoi gérer une zone d'activité? Déjà pour maintenir dans le temps la qualité des aménagements réalisés. On l'a vu tout à l'heure, on a vraiment mis l'accent sur les cahiers des charges, sur les aménagements paysagers. Hein. Trop souvent sur nos zones d'activité, on n'a pas un arbre, on n'a que de l'enrobé, que du béton. On a mis l'accent en fait sur des coefficients d'espace vert, sur les coefficients d'emprise au sol des bâtiments pour faire en sorte qu'on puisse laisser de la place à l'espace vert. Aujourd'hui, on est sur une génération où les salariés ont besoin d'une certaine qualité de vie au travail, et cette qualité de vie, elle se retrouve par la qualité des aménagements paysagers. Hein, donc on a mis le paquet, nous, au niveau des aménagements paysagers et des espaces publics, mais dans chacun des projets qu'on a accompagnés, on veillait également systématiquement à ce qu'on ait une surface d'espace vert, des arbres qui soient plantés de façon à ce que ça puisse oxygéner le tissu économique. Alors pourquoi gérer une zone d'activité? C'est aussi pour ancrer la stratégie de marketing territorial du parc d'activité. Lorsque Cap Excellence vous parle tout à l'heure de la certification ISO 14001 de Parc Providence, je pense que derrière c'est aussi un moyen de mettre en avant un savoir-faire, une vraie vitrine pour la collectivité. Gérer la zone d'activité, c'est également pour enjeu d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de lisibilité économique. Si au contraire... Si au début de la démarche, en fait, les chefs d'entreprise étaient un peu frileux peut-être hein, dans les discussions lorsque on les accueillait, qu'on leur disait mais vous savez, si vous implantez sur le parc Providence, il faudra respecter un cahier des charges HQE. Aujourd'hui, ce sont les premiers en fait à s'être approprié la démarche et à relayer en fait cette excellence environnementale au sein de leurs salariés, au sein de leurs fournisseurs, de leurs clients. Et c'est pour eux aussi un sentiment d'appartenance à quelque chose qui s'est construit à leur côté. Et puis enfin, gérer une zone d'activité, c'est important pour éviter de devoir réinvestir
cet espace dans le cadre de requalifications qui sont coûteuses en données publiques. Le parc Providence est un espace qu'on a aménagé, sur lequel effectivement on n'avait aucune construction, donc c'était finalement assez facile, entre guillemets. Par contre, requalifier une zone d'activité, c'est reconstruire un espace sur lui-même, est beaucoup plus difficile. On travaille actuellement dans le cadre d'une convention de mandat pour le compte de Cap Excellence pour la requalification des zones d'activité de Dugazon de Bourgogne et de Petit Pérou aux Abîmes. On est sur le point de démarrer les travaux. C'est pas évident, puisque les chefs d'entreprise sont très vigilants. Ils ont besoin d'être très très proches en fait de la décision. Mais c'est un vrai challenge qui est vraiment intéressant. Alors avant la gestion, on avait ça, vous connaissez ça parfaitement, j'imagine, vous aussi. Ces frigos qu'on retrouve le lundi matin, ces décharges et autres détritus. On a même ici, on ne la voit pas très bien, mais on avait notre copine, la vache, là, qui était là, vous voyez, qui nous mangeait des espaces verts au début. Donc il a fallu qu'on s'en occupe, c'était pas évident. Et puis après la gestion, ben voilà, on a des choses qui sont assez sympas avec de la végétalisation et des espaces qui sont soignés, où les papiers sont ramassés, où les déchets sont enlevés, où les arbres sont élagués. Voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est pas une fatalité, voilà, on y est arrivé. Donc c'est pas une fatalité. Après, c'est vrai qu'il faut mettre les ingrédients, il faut vraiment un investissement, je dirais, humain, financier aussi, parce que ça coûte, ça c'est sûr. Mais on est capable de le faire aux Antilles, nous on a réussi à le faire. Donc c'est-à-dire que c'est pas une fatalité. Après, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un engagement de la collectivité à ce que derrière, en fait, on puisse mettre la bonne organisation, les bonnes personnes, une structure ad hoc, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, j'entendais avoir un interlocuteur unique. Ça l'est. Le chef d'entreprise, lui, il ne veut pas savoir qui va ramasser les poubelles, qui va tondre la pelouse. Lui, c'est le caddie de ses soucis. Il a déjà plein de problèmes à gérer dans son entreprise. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un interlocuteur, alors soit de la collectivité, soit de son bras armé. Nous étions, nous, CEMAG, on avait un contrat avec la collectivité, donc c'est vrai qu'on était le bras armé de la collectivité. Et donc on avait une personne ressource à la CEMAG, une collaboratrice qui était la personne référente, le réceptacle de toutes les demandes, quelles qu'elles soient, qu'on soit compétent ou pas, et après elle faisait le relais auprès des parties prenantes pour pouvoir effectivement traiter ces différents sujets. Mais en tout cas, le résultat est là, et puis comme c'est à côté, on vous invite à venir nous voir quand vous voulez. Merci pour ce retour d'expérience. Maintenant, je vais appeler donc, pour évoquer l'intérêt de la Chambre au niveau du suivi donc, des zones d'activité économique, M. Bidault-Deschaumes, qui intervient en tant que président de la commission d'aménagement de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Martinique, et aussi représentant de la Fédération des élèves. Merci beaucoup. Monsieur le Président Larcher, je tiens à vous transmettre d'abord les salutations de notre président Philippe Joc, que je vais essayer modestement de représenter ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de l'initiative de Cap Excellence d'avoir organisé cette réunion aujourd'hui, de l'espace sud, pardon. Car elle correspond vraiment à notre vision à la Chambre de commerce de ce que doit être le futur de nos zones d'activité. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a été à l'initiative d'ailleurs de la création des zones d'activité à la Martinique, puisqu'elle a été la première à mesurer la nécessité, depuis les années 60-70, de décentraliser les pôles d'industrie, qu'on appelait d'industrie à l'époque, pour créer les premières zones d'activité qui ont été les zones de la Place d'Armes, de la Lézarde et de la Jambette. Et les objectifs étaient donc bien de décentraliser les centres de production ou d'activité de stockage nécessaires au commerce et de pouvoir libérer les centres-bourgs de trafic et de densité d'occupation. Aujourd'hui, après 40 ans, on constate qu'il y a plus de 70 zones d'activité réparties sur le territoire, malheureusement pas uniformément, et c'est tout justement les ambitions et les objectifs des EPCI de l'espace sud et de Cap Nord pour pouvoir rééquilibrer les activités économiques sur des secteurs qui sont modernisés et nouvellement aménagés. Ces zones d'activité, ce sont des milliers d'assujettis à nos structures consulaires
ce sont surtout des milliers de salariés, et le président Larcher l'a souligné dans son introduction, et aussi des milliers de clients. En effet, nous avons mesuré depuis plusieurs années maintenant que ce qui étaient des zones de professionnels réservées aux professionnels deviennent des zones mixtes avec des activités diversifiées. Et c'est dans cet objectif de mesurer la diversification et l'évolution de ces zones d'activité que dès 2008, entre 2008 et 2012, la Chambre de commerce a lancé une initiative d'une étude prospective sur plusieurs années de l'évolution de ces zones. Cette étude a bénéficié d'un large partenariat financier et opérationnel aux côtés des CCI, bien sûr l'Europe, l'État, représenté par l'ADA, à l'époque les conseils régionaux et régionaux, les 3 EPCI, la Chambre des métiers, la Caisse des dépôts, l'ADEME, toujours mobilisés sur ces sujets de réhabilitation et de rénovation, et l'Agence de développement économique de la Martinique, la DUAM et le CAUE. Quels ont été les constats de cette étude? On en a beaucoup parlé déjà ce matin. C'est un espace qui représentait à l'époque plus de 500 hectares et qui représentait 15% des entreprises identifiées dans nos répertoires à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers. Donc, de majorité de grandes structures, une mixité des activités qu'on a déjà soulignées entre des artisans, des industries, des services et maintenant de plus en plus des commerces, alors qui à l'époque étaient des commerces de gros et qui de plus en plus deviennent des commerces en ce qu'on appelle en anglo-saxon en B2C, c'est-à-dire des commerces qui s'adressent directement aux consommateurs et qui nécessitent donc un espace d'accueil, des espaces sécuritaires, des espaces de qualité environnementale qui sont plus importantes et plus exigeantes qu'elles ont été dans les années précédentes. Aujourd'hui, force est de constater que ces zones d'activité sont âgées, elles sont vétustes, elles sont mal organisées. On a déjà souligné les problèmes de difficultés de voirie. Beaucoup de ces zones d'activité qui ont été à l'initiative de la Chambre de commerce sont des zones d'activité de droit privé aujourd'hui, en particulier sur le centre de la Martinique. Et ces ASL qui gèrent ces zones d'activité sont limitées de la part de leurs moyens et aussi de la part de leur capacité administrative à initier toutes seules des projets de réhabilitation et de rénovation. C'est tout l'intérêt justement d'un échange comme aujourd'hui, c'est vous faire mesurer combien chacun dans son coin, et le président Larcher l'a très bien souligné dans son introduction, chacun dans son coin, qu'on soit de représentants des collectivités territoriales ou représentants des acteurs et des entreprises, on peut soit partir dans des divergences, soit faire tous les deux le même travail, alors que l'important aujourd'hui, c'est de se coordonner et de se concerter. Donc, sur ces constats d'un aménagement inadapté, nous avons aussi mesuré que ces zones d'activité pouvaient être le plus souvent en contact avec des espaces naturels et générer des attaques ou des agressions en termes de pollution, en termes de gestion des déchets, en termes de problèmes de qualité des assainissements qui pouvaient détériorer l'espace naturel qui était voisin. La réalisation des zones participe aussi au phénomène de dévitalisation des centres-villes. Et aujourd'hui, la Chambre de commerce s'attache, grâce à des actions de rénovation et de mobilisation et de réhabilitation des centres-bourgs, à rééquilibrer les flux d'activité économique entre ces zones d'activité qui nécessitent de la réhabilitation et bien entendu les centres-bourgs qu'il est important de revitaliser. Alors, la Chambre s'est engagée donc, à la suite de ces études dans plusieurs actions pour réorganiser la qualification de ces zones d'activité de façon à améliorer et à moderniser le fonctionnement de ces zones historiques et de façon à travailler sur la densité des parcelles disponibles, car vous le savez tous très bien, la Martinique est une île, la densité foncière est très très occupée et il est important qu'on puisse rationaliser le mieux possible l'espace foncier insulaire disponible. Quelles ont été ces actions? La première action a été justement de rencontrer l'association Palme
avec lequel la Chambre de commerce et d'industrie a signé un partenariat pour mettre au point le premier guide méthodologique de réhabilitation des zones d'activité à la Martinique, avec bien entendu le partenariat de la CTM, de la CACEM, de l'Espace Sud, de Cap Nord, donc les EPCI, de l'ADEME, et c'est à ce moment-là qu'est arrivée aussi la création de la Fédération des zones d'activité, qui a permis de fédérer tous les acteurs privés des zones d'activité en une seule organisation, et qui a permis de créer la fédération que j'ai l'honneur de présider. L'idée, en effet, était venue que ces acteurs privés qui étaient tous gérés par des ASL se retrouvaient individuellement un peu seuls et isolés pour porter auprès des collectivités territoriales toutes les problématiques de ces zones qu'il fallait réhabiliter. Donc la Chambre de commerce nous a accompagnés pour créer la Fédération des zones d'activité, qui a été initiée en 2016 et qui a pris vraiment, à partir de 2017, ses ambitions et ses moyens d'action. La fédération a donc adhéré tout de suite à l'association PALM, et c'est ensemble que nous avons mené les premières actions qui ont été d'abord d'identifier tous les acteurs dans les zones d'activité économique de façon à porter une voix unique et une représentation unique de ces acteurs privés auprès des EPCI de façon à pouvoir travailler ensemble sur les problématiques que sont les intérêts des zones d'activité en matière de gestion des déchets, en matière de traitement des eaux usées, en matière de travail sur les risques technologiques et les risques sismiques à l'intérieur de nos zones, aussi bien sur les bâtiments que sur les usagers, puisque vous savez que dans le centre, beaucoup de ces zones sont avec des industries qui sont classées Seveso, et que nous devons accompagner nos acteurs dans le traitement de ces risques technologiques. Donc, nos objectifs, c'est d'œuvrer en partenariat avec les collectivités à la réhabilitation et au désenclavement de ces zones, de mettre en place, en partenariat avec l'ADEME, des actions facilitant la mobilité des usagers à l'intérieur des zones, et nous travaillons sur des projets en ce moment là-dessus, de poursuivre les actions de communication auprès de l'ensemble du territoire, parce que je vous ai parlé pour l'instant d'adhérents qui sont des acteurs privés, représentés par des ASL, parce que toute la difficulté de représentation, c'est que les zones d'activité doivent avoir une gouvernance identifiée, sinon on ne peut pas avoir de représentation complètement validée par tout le monde. Mais les statuts de notre association nous permettent d'accueillir aussi des zones d'activité sous responsabilité territoriale. Donc les zones d'activité qui appartiennent soit à des communes, soit maintenant aux EPCI, peuvent très bien, sous le nom d'une zone d'activité, adhérer à la Fédération des zones d'activité pour mutualiser les actions communes qui sont faites pour identifier les usagers et mesurer tous les impacts économiques qu'on peut mettre sur ces territoires. Il est important, et nos amis de la Guadeloupe l'ont souligné, que les zones d'activité aujourd'hui, pour se projeter dans le futur, doivent disposer de réseaux numériques de plus en plus puissants, de façon à pouvoir avoir tous les outils pour se moderniser et se projeter dans l'avenir. Donc nous accompagnons la collectivité territoriale sur la mise en place de ces fibres à l'intérieur de nos zones. Nous avons un partenariat avec la DUAM pour pouvoir cartographier les usagers, les types d'activités et la densité de nos clients et de nos salariés à l'intérieur des zones. Et bien entendu, nous allons poursuivre et maintenir à jour toutes les données des zones d'activité qui sont nos adhérents. Aujourd'hui, pour poursuivre cette activité et l'élargir, l'important c'est de, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir une gouvernance identifiée pour chaque zone d'activité. Et donc nous allons toucher toutes les zones d'activité privées
qui ne sont pas encore organisées en gouvernance. En particulier, vous avez parlé de Champigny tout à l'heure, et justement la partie privée de Champigny nécessiterait d'avoir une ASL de façon à pouvoir rejoindre notre fédération et travailler avec nous. Et ce partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés doit faire l'objet d'une action continue et régulière de façon à aboutir à des résultats concrets. Voilà, Monsieur le Président, pour finir, je tenais à vous remercier de cette initiative qui est une initiative qui correspond exactement à la vision que nous avons de cette construction ensemble de ce que devront être nos zones d'activité. Je vous le lis à 3 titres. Au titre de président de la commission d'aménagement du territoire de la Martinique, au titre de président de la fédération des zones d'activité de la Martinique, au titre de vice-président de l'association PAM que j'ai eu l'honneur d'intégrer cette année. Merci, merci, merci d'avoir organisé cette réunion. Vous l'avez dit dans votre mot initial, le futur de nos zones d'activité, c'est la transversalité, c'est la co-construction, la co-animation, la coordination, et la collectivité ensemble. Bref, c'est un l'homme qui a avec l'autre. Merci, monsieur le président. Merci M. Bido Deschamps pour la présentation de la Fédération des zones d'activité économique. Nous allons poursuivre, donc je peux remercier aussi tous les partenaires pour leur intervention qui permettront d'alimenter les ateliers thématiques. Donc vous avez vu une affiche pause, on ne va pas réellement prendre de pause. On va poursuivre donc autour des ateliers que je vais vous présenter et pendant votre installation, nous avons mis à votre disposition quelques mini-artistes. Donc l'atelier numéro 1, donc mobilité, c'est l'atelier mobilité qui sera animé par Madame Nadiège Norka, directrice des réseaux urbains et du TCSP, Madame Chalonneau Anne-Sophie, de la direction des réseaux urbains. L'atelier numéro 2, c'est l'atelier numérique, qui lui est animé par Madame Amélie Berlin et Monsieur Marvin Rosillette de la direction des filières numériques et du très haut débit de la CTM, ainsi que de Monsieur Rémi Ardoroc, directeur des systèmes d'information à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. L'atelier numéro 3, donc, va concerner les activités artisanales, commerciales et industrielles. Lui sera animé par Madame Lorraine Galonde, directrice du développement et animation économique de la Chambre de commerce et d'industrie, d'industrie et du commerce de l'artisanat, excusez-moi, et Monsieur Philippe Jean-Alexis, directeur du développement du territoire de la Chambre des métiers de l'artisanat, et Monsieur David Léry-Gab, responsable de service aménagement du territoire à la CTM. La CCIM. Autant pour moi. L'atelier numéro 4 va concerner donc la publicité qualité architecturale et paysagère, animée par Mesdames Gaëlle Caristan, responsable de l'étude urbanisme à l'Espace Sud, et Claudia Gamori, responsable du service économique, fiscal et archives à la ville de Rivière-Salée. Et enfin, le dernier atelier, le numéro 5, qui concerne donc la gestion et entretien durable des ZAE, animé par M. Joël Monti, directeur de l'association Palme, et M. David Monlouis Eugénie, de la direction des bâtiments et infrastructures de l'Espace Sud. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite de bons ateliers, de bons échanges, de bon travail. Merci à vous. J'entends très bien, mais on va dire que de façon contractuelle ou administrative, ce ne sera pas possible. À moins de construire une infrastructure à part. Mais on ne pourra pas utiliser. Environ 118 000 habitants. Donc ces communes sont interconnectées entre elles et les quartiers sont reliés vers centre-bourg. Les zones d'activité sont des anciens lotissements avec des parties communes, avec un statut un peu étrange. On ne sait pas si c'est public, on ne sait pas si c'est privé, on ne sait pas si c'est privé d'usage public. Donc déjà il y a une clarification foncière à faire. Donc c'est la première chose qu'on a faite. Parce qu'aujourd'hui il y a Martinique Numérique, c'est la première délégation de services publics qui exploite le premier réseau. Là on construit un nouveau réseau.
qu'on va aussi configurer. Je vais passer devant. Donc il y a la partie basse de la zone qui est en fait l'emprise publique. Hein. Donc c'est celle qui va revenir, qui rentre dans le giron de la communauté d'agglomération. Donc à l'intérieur vous avez plutôt des espaces en arrière de la zone, des espaces de garage, BTP, on a tout y compris. Il y a de la place, donc je garde. En fait, les zones piétonnes sont tellement larges qu'elles deviennent en fait un espace de stationnement. Donc c'est ça, limité et pour bien visualiser l'espace piétonne.